Bienvenue, chers auditeurs, dans cette 7e partie de Néant et Opale, une campagne pour le jeu de rôle culte Divinité perdue créé par Jericho. Nous introduisons au cœur de cet épisode le dernier membre de notre groupe de personnages, et nous vous invitons à revenir en arrière pour mieux apprécier le contexte de notre histoire et de ses implications si vous n'avez pas suivi toute cette saison. Culte, Divinité perdue, et par extension Néant et Opale favorise une atmosphère horrifique, sombre et oppressante. Notre histoire touche en particulier à des thèmes réservés à un public averti. La violence psychologique et physique, la santé mentale et sa dégradation, les traumatismes, la violence policière, le gore, l'usage de drogue, le trafic humain sont en particulier des parts intégrantes de notre campagne. Et nous vous recommandons de couper là votre écoute si vous estimez que ces thématiques sont de trop pour vous. Ante Posavets est un jeune inspecteur de police. D'origine croate, il a vécu une enfance difficile et a très tôt suivi sa grande sœur, Yelena, elle aussi inspectrice de police au sein de la brigade criminelle. Entre une homosexualité qu'il a du mal à assumer pleinement et sa passion pour les sports de combat, la vie d'Ante est monacale, solitaire et toute orientée vers le désir de se rapprocher de sa sœur. Lorsque Yelena est portée disparue après des années d'infiltration au sein de la sinistre famille Butvaji, un syndicat criminel albanais qui contrôle le milieu interlope parisien, Ante redouble d'efforts pour devenir lui-même un agent infiltré. Malgré les cauchemars qui agitent ses nuits, Ante se surpasse et ses vœux paraissent exaucés lorsqu'il reçoit une convocation de la direction du Bastion, faisant suite à ses demandes. Ce soir, Ante vit sa dernière nuit de tranquillité. Il ignore tout des horreurs qu'il va bientôt devoir affronter. Nous sommes en hiver, un hiver qui bat son plein sur un Paris qui est fatigué de la violence qui l'agite, qui est fatigué du poids de la souffrance qui parcourt ses rues. Je te demandais d'imaginer comme si on plongeait vers les entrelacs de la ville, ces entrelacs tentaculaires, il y a toutes les lumières qui sont allumées, c'est le soir, il y a un vent glacial qui souffle dans les rues, pendant ce colosse de béton et de verre, il y a plein de couleurs qui s'allument, rouge, violet, bleu, blanc, des milliers d'enseignes en fait, qui donnent une espèce de lueur à tous ces lieux, toutes ces vies qui sont parallèles les unes aux autres. Et un petit peu excentré, un petit peu plus loin, en contrebas d'un autre dédale de ruelles noires et désertes, perdu entre plusieurs ponts d'autoroute qui se croisent, il y a une de ces enseignes qui nous intéresse particulièrement. Et sur cette enseigne, donc une enseigne aux couleurs dorées, il y a un mot qui est écrit, c'est Milchama. Milchama, c'est qui est écrit en phonétique française et en hébreu, et c'est un mot qui signifie combattant en hébreu. Et c'est le nom du club de sport de combat de Caleb, ton entraîneur et coach. C'est un simple hangar de manutention qui a été retapé en espace d'entraînement. Donc c'est très rude comme lieu. La première sensation que tu as, c'est vraiment cette lumière blanche qui tape les yeux. Puis l'odeur de la sueur qui remonte au nez. Et le son des respirations hachées, le son des coups sur les sacs de frappe, le son du timer qui retentit toutes les 3 minutes pour signifier la fin d'un round. Et il y a toi, Ante, qui est assis un petit peu à l'écart sur un banc qui longe le mur le plus proche de l'entrée. L'entrée qui est en fait un simple rideau de fer qui a été relevé pour laisser un peu d'air entrer. Tu es là et tu reprends vraiment ta respiration entre deux exercices. Il n'y a pas beaucoup de monde ce soir, le froid a tendance à décourager même le plus téméraire de tes camarades. Vous êtes 3 ou 4, et particulièrement au centre, il y a donc un ring qui a été posé, et sur ce ring, il y a un homme d'une soixantaine d'années. Tu sais que son crâne est dégarni, mais il est caché par une casquette grise et abîmée. Il est vêtu d'un survêtement de sport noir, les traits sévères, et il est en train de surveiller 2 jeunes hommes qui sont en train de faire un petit sparring. Cet homme, c'est Caleb. Comme à son habitude, il est en train d'engueuler ces 2 jeunes gens qui sont en train de se taper dessus de toute leur force. Ta garde, Alex! Ta garde! Mais Tony, serre-toi de tes jambes! Donc ça a fait une bonne heure et demie que cette séance d'entraînement, elle dure. C'est une soirée un petit peu particulière. Tu dois être briefé demain matin pour une mission spéciale. Ça fait plusieurs mois que t'as demandé à suivre les traces de Yelena. T'as suivi plusieurs formations sur l'infiltration, t'as repris des cours de russe, tu t'es renseigné sur les bouts de Vagie. Il est possible que demain ce soit ton grand moment. Et c'est donc ta dernière séance de sport tranquille. Donc t'as ces 2 jeunes gens, Alex et Tony, qui sont des habitués du club, qui sont en train de faire un petit sparring. Et tu as Franck, qui est au fond. Vous n'êtes pas trop calculé, puisque c'est un peu compliqué de vous parler en ce moment. Il est en train de s'entraîner au sac tranquillement. Mais avant qu'on continue, j'aimerais que tu te présentes en premier lieu physiquement. À quoi ressemble Ante Posavets? Ante Posavets, il mesure 1m75, il a les cheveux courts et noirs, les yeux vert olive, le corps sculpté par des années d'entretien personnel. Il a 31 ans, du coup, le teint un petit peu mat. Ça fait plusieurs mois qu'il attend, qu'il se prépare psychologiquement et physiquement, qu'il a envie que les choses changent, bougent. Il aimerait du coup
avoir des nouvelles de ce que devient sa sœur, ce qui arrive et ce dont personne ne parle, enfin, en l'occurrence, personne ne lui en parle dans la police, mais il s'est passé avec sa sœur et qu'est-ce qui se trame en ce moment, du coup, dans les tréfonds de Paris. Très bien. Comment tu vis le fait que ce soit certainement ta dernière séance de sport avant un moment avec des gens que tu apprécies, c'est ton dernier moment peut-être normal avant un long moment? C'est une étape qui est nécessaire et c'est pas tellement un problème parce que il y a plus de l'impatience d'arriver dans ce qui vient après et de vraiment passer à la suite. De toute façon, voilà, s'il doit y avoir une suite, s'il doit y avoir une infiltration, s'il doit y avoir une immersion, ça fait des mois de toute façon que Hanté est préparé à ce qu'ils perdent pendant au moins quelques jours, quelques semaines, quelques mois de contact avec sa réalité d'avant. De toute façon, c'est pas quelque chose à quoi il est vraiment accroché. Il est prêt à tourner la page et il a plus de choses à trouver dans ce qui va arriver, et dans quoi il va s'adapter, que de se garder ses habitudes qu'il est prêt à changer du jour au lendemain, quoi. Pendant que tu es en pleine réflexion, que tu reprends ton souffle, tu as ton cœur qui bat la chamade, tu es bien chaud, tu commences à te refroidir un petit peu. Tu t'entends le timer qui redémarre avec quelqu'un qui te dit «Allez, on y retourne!» aux deux pauvres airs qui sont sur le ring. Tu as l'impression que ça fait des heures qu'ils sont en train de se taper dessus et clairement ils ont l'air au bout de leur vie et t'entends des «Mais putain de merde! Lève tes mains!» Et pendant que tu es en train de regarder tout ça, que tu reprends ton souffle, t'entends que quelqu'un s'assoit pas loin de toi. Par un processus d'élimination, tu captes rapidement qui c'est. Tu te tournes à ta droite vers la personne qui s'est assise, à peut-être 1 ou 2 mètres, tu Franck qui s'est assis. Il fait genre il s'est assis là juste pour reprendre son souffle, mais que c'était un petit peu calculé. Très élancé et athlétique. Il a la peau très sombre et elle est constellée de tatouages. Il y a des mandalas, des écritures en thaïlandais. Tu sais que dans le dos, il a un grand tatouage du dieu Hanuman. Hanuman dans la culture thaïlandaise, c'est le dieu des boxeurs. Il a des cheveux noirs qui sont coupés ras. Sa barbe est bien taillée, il est toujours habillé généralement dans des habits sombres et là il dépareille pas, il est habillé tout en noir. Tu sens de loin comme ça qu'il est un peu nerveux, il s'est assis à côté pas loin. Au courant du coup que j'ai mon rendez-vous demain. Vous en avez pas parlé mais tu penses qu'il est au courant, ouais. Le fait qu'il veuille pas te donner certaines informations, ça t'avait un petit peu refroidi et du coup vous êtes pas en froid, mais vous vous êtes pas trop adressé la parole ces derniers temps, quoi. Même si je comprends du coup, enfin, c'est dans la police, c'est normal, il a des informations qu'il doit pas divulguer, il les divulgue pas, mais là comme ça me touche personnellement et que ça affecte directement la famille, j'aurais aimé du coup qu'il outrepasse un petit peu ça et du coup c'est pas le cas. Donc effectivement je vois qu'il s'assoit à côté et j'ouvre pas forcément la conversation, je me dis que si lui il a des choses à dire, il arrivera à se déclencher et sinon tant pis, de toute façon tout va changer certainement après cette nuit, donc peu importe. T'es en train de réminiscer sur ces dernières semaines et votre moment de tension avec Franck lié aux révélations qu'il n'a pas voulu te faire. Quand il te tourne vers toi après avoir repris une grande inspiration, il bredouille un «Ça va Euh, ouais, salut. Euh, comment tu vas?» Ça va, ça va. Et toi? Ouais, bah écoute, ça va. La routine, tu connais, c'est le boulot quoi. Tu sens qu'il est très mal à l'aise et qu'il a envie de te dire plein de trucs, mais il est super bloqué quoi. Ouais, étant mal à l'aise aussi, j'aurais pu lancer la conversation sur ce qui sait déjà à propos de demain ou ce genre de choses, mais je le laisse un petit peu, je le laisse gérer le truc à son rythme, quoi. Je l'aide pas à le sortir de son malaise. J'ai entendu dire que t'avais rendez-vous demain avec les chefs. Ouais, demain matin. Ah, c'est bien. Tu te sens comment là-dessus? Bah tu sais, ça fait un moment que j'attends que ça arrive, donc j'ai hâte d'y être. Ouais, ouais, je sais bien, je sais bien. Écoute, Hanté, je voulais te dire, je me sens un peu mal de ce qu'on s'est dit les dernières fois et je sais qu'on s'est pas trop parlé et j'ai un peu l'impression qu'il y a un gros malaise, alors je voulais un petit peu crever l'abcès, quoi. Non, mais tout va bien, Franck. Tu sais, je
comprends comment ça s'est passé. J'ai juste envie que la situation se débloque, quoi. T'inquiète, y a pas de problème, Franck. T'es sûr qu'il n'y a pas de problème? Je pense, ouais. Enfin, de mon côté, je suis un peu frustré, mais c'est rien de dramatique, quoi. J'ai pas envie qu'on se parle plus pour une connerie comme ça. Non, mais je comprends. Je suis déjà content que tu m'aies parlé de Yelena. Vraiment, t'inquiète. Je t'en veux pas parce que t'as une conscience professionnelle. C'est normal. C'est normal. T'essaieras de me tenir au courant un minimum? On se recroisera certainement. Je te dirai comment ça se passe. Le but de ma réponse, c'est vraiment de lui dire que oui, on va en rediscuter en sachant très bien que je vais certainement pas le voir pendant un mois et que c'est très bien comme ça. Vu que c'est effectivement le dernier soir un peu de calme avant, je l'espère, qu'on me jette dans la gueule du loup. J'ai pas besoin qu'il ait de la rancœur qui traîne pendant un mois, donc je veux lui faire croire que tout va bien et que tout ira bien et qu'on va se reparler bientôt, même si à mon avis on devrait pas se recroiser immédiatement, quoi. Il y a un petit silence qui se rétablit entre vous, il a l'air un peu moins tendu. Et c'est à ce moment-là que le son du timer sur le ring retentit. Et que t'entends la voix de Caleb dire bon, Tony, Alex, vous dégagez du ring. Ante, Franck, à vous. Tape dans les mains, du coup, je me remets debout en mode allez, on se réchauffe, c'est reparti. Je sautille un petit peu et puis du coup, jette un coup d'œil à Franck et ben let's go sur le ring. Quand tu montes sur le ring, t'as Caleb qui te fait une petite tape sur l'épaule en mode fais-moi plaisir, c'est ton dernier round d'ici avant un moment. Lâche rien et montre-moi ce que t'as appris. Tu vois que Franck s'étire un petit peu, il se détend les épaules, il tape sur ses gants. Le son du timer retentit. De toute façon, là, ça va commencer dès le lendemain. Ça fait déjà quelques semaines que je me prépare psychologiquement pour ça. Donc, je suis concentré dans le truc. Il n'y a rien qui me détourne de ma concentration. Il va falloir être vif tout le temps. Et donc, du coup, dès ce soir-là, je suis vif et sans aucune rancune, sans rien du tout, avec beaucoup de froideur. Du coup, je fais comme si c'était un des mecs que j'avais croisé sur le ring et que j'avais jamais vu. Je reste droit derrière ma garde et j'essaye de porter, au moins de toucher avec des coups sans appuyer, mais je veux montrer à Caleb et à Franck qu'il n'y a pas de problème. Alors, je vais te proposer de faire un petit jet d'engager le combat pour démarrer ce petit assaut. Ce sera donc 2d10 plus ta violence. 15. Je reste très, très méthodique, très technique. Le but, c'est du coup de rester sportif, de pas appuyer les coups, mais vraiment de montrer qu'il n'y a pas d'ouverture dans mes gestes et que tout est maîtrisé, et que je sais du coup comment me tenir en combat et que je suis prêt à être en situation réelle, quoi. Tu vois que Franck t'étudie, il essaie de te feinter, tu vois clair dans son jeu, c'est tranquille, c'est pas une compétition, c'est vraiment un sparring standard, on n'applique pas les coups, c'est vraiment que de la technique. Mais clairement, t'as la tête froide, t'es reposé, t'es clair dans tes mouvements, tu vois ce qu'il fait, tu le touches 2-3 fois. À ce moment-là, tu vois que Franck reprend un peu sur lui, il s'approche de toi. Est-ce que tu peux me refaire un jet d'engager le combat, s'il te plaît? 21. Il se déporte sur ta gauche pour essayer de te caler un coup dans les côtes. Tu le vois venir à 10 km, t'es vraiment très concentré. Comment tu réagis à son coup et qu'est-ce que tu lui fais? En vrai, Franck, c'est la personne du coup qui m'a initié vraiment à tous ces sports de combat. C'est avec lui que j'ai appris. Il était vraiment bien meilleur que moi au début et je pense que à force d'entraînement depuis des années, presque 10 ans du coup, j'ai clairement pris le dessus sur sa technique et j'en ai conscience. Et je sais pas si lui il en a vraiment conscience, mais du coup c'est le soir où je peux lui montrer que j'ai passé le cap, que je le vois venir, je vois clair dans son jeu. De toute façon je comprends exactement, j'ai l'habitude de sa manière de faire, donc je vais lui montrer que j'anticipe complètement son coup, que je le bloque, que je contre-attaque de suite, qu'il y a aucune ouverture dans ma garde. Que je suis complètement solide et que
et qu'il n'arrivera pas à me toucher, quoi. Donc c'est ce qui se passe effectivement, c'est-à-dire que tu le punis tout de suite de s'être mis trop à découvert, donc il interrompt son attaque, il recule. T'entends Caleb qui clappe des mains. Super, super, t'es super, continue comme ça, harcèle-le, harcèle-le. Je continue, je sors pas de mon idée de départ et il faut que je reste droit, que je montre que je suis technique, que je montre à Caleb qu'il n'y a aucun problème et que tout ce qu'il m'a enseigné, c'est bien intégré et c'est devenu naturel. Tu suis Franck et t'essaies de le harceler au corps à corps, histoire de montrer que tu sais faire. Sans en faire trop, mais oui, de lui montrer que je le touche à peu près quand je veux, que je sais comment le feinter et contourner sa garde. Je veux faire en sorte que lui arrive à porter vraiment aucun coup, quoi. Ok, ben tu vas me refaire un petit jet de combat s'il te plaît. 8. Tu te mets vraiment au corps à corps avec lui, donc en position, t'es limite front contre front, tu essaies de te le caler au corps à corps. Et en fait, tu sens que lui attendait que ça. Tu le vois se déporter là où il s'est te frapper tout à l'heure, à ta gauche, que tu surveilles plus parce que tu essaies de le frapper ailleurs. Et tu sens son poing se fracasser au niveau de ton foie. Ton souffle est complètement coupé, tu tombes à genoux. Et t'entends la voix de Caleb qui fait « Ah, le foie, la garde, Hanté, la garde !» Ah, le bâtard! Vraiment, tu vois des étoiles, t'es à genoux, tu tiens ton flanc gauche en essayant de reprendre ta respiration. Tu sens que Franck t'aide à te relever. T'as le timer qui sonne à ce moment-là. Tu vois que Caleb s'approche de toi et fait « Ah, il t'a laissé un petit cadeau de départ, hein ?» Il te tape sur les épaules comme ça et tu vois que Franck te tape un peu sur l'autre épaule en disant « Fallait qu'il se rappelle de nous avant de partir. » Du coup, je ris jaune et je lâche un petit ouais, merci. Ça t'énerve vraiment ou c'est de bon cœur que tu fais ça quand même? Non, 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 de bon cœur. Disons que je voulais un petit peu montrer. J'avais rien à prouver de toute façon ce soir, mais je voulais vraiment montrer aux deux que j'étais prêt. J'avais pris un petit peu trop la confiance et ça m'a fait redescendre un petit peu sur terre. C'est bien. Je trouve que c'est légitime. Du coup, tu reprends un peu ton souffle. Caleb est là à côté de toi, fait genre ça va? Ouais. Très bien, très bien. Ouais, reprends un peu ton souffle tranquillement. Va de toute façon, on termine le cours et ce soir, je vous invite. On va se boire un petit coup juste à côté, là, au coin de la rue. Ça me fait plaisir. On va pas se voir pendant un moment. Et puis bon, entre nous, il t'a bien explosé, mais il prend vraiment ça comme un cadeau d'adieu, quoi. Bah, je lui fais un sourire, je descends du ring en tapotant le dos du coup de Franck, je lui fais un grand sourire et je lui tourne le dos et je retourne m'asseoir là où j'étais pour reprendre mon souffle là-bas tout seul en m'écartant un peu. Du coup, pendant que tu fais tout ça, t'entends Caleb qui tape dans ses mains, qui dit fin du cours, on arrête pour ce soir, et ceux qui veulent, on va boire un verre au Green Lion en bas de la rue. Tout c'est pour moi, c'est pour fêter le départ d'Antec. Les gens partent se changer. Encore une fois, vous n'êtes pas nombreux, hein, au total, vous êtes 4 élèves plus Caleb. Tout le monde part. Je sais pas si toi tu suis le mouvement et que si tu vas te changer ou pas. Ouais, je me rince un coup sous les douches, je me sèche rapidement, et puis je descends. On va aller boire un coup avec tout le monde, même si je compte pas m'y éterniser, mais c'est histoire de marquer le coup. Et puis je me dis de leur faire plaisir aussi. Ils ont envie de me montrer qu'ils sont contents de voir que les choses avancent pour moi. Je vais boire un coup avec eux et puis voilà. Donc quelques minutes qui s'écoulent, le temps que tout le monde se change, commence à sortir du ring. T'as Franck qui te taquine un petit peu en mode alors, on met pas sa main au bon endroit, c'est sur la droite, il faut la baisser la droite, rappelle-toi. Tu taquines, mais j'avais le dessus quand même pendant les 2 premières minutes 40. Mais de toute façon, t'as toujours été trop gourmand. À chaque fois, c'est la même chose. T'arrives, tu domines, puis à la fin, tu veux finir et tu vas trop vite. Faut pas aller trop vite. Vous marchez en discutant de ça. Il y a une bonne ambiance. Tu sens que Franck, il est vachement plus détendu. Vous rigolez ensemble.
puis moi aussi, ça me détend un petit peu d'avoir eu la conversation finalement, d'avoir brisé la glace, ça me fait du bien aussi. Vous marchez, il y a vraiment une centaine de mètres. Le Green Lion, c'est un coin où vous êtes déjà allé plusieurs fois. C'est un tout petit pub qui est tenu aussi par un vieil Israélien qui est pote avec Caleb depuis toujours. Vous y allez tout le temps. Vous êtes vraiment dans une zone industrielle qui est quasiment sous un pont d'autoroute. Donc vous entendez les voitures qui passent au-dessus et t'as ce truc où il y a que les habitués du club et 2-3 routiers qui s'arrêtent pour boire de temps en temps. C'est assez peu fréquenté. C'est un endroit qui est assez cosy, t'as des moulures en bois noir, t'as un éclairage au néon un peu bleuté qui donne une atmosphère assez tamisée. Il y a une petite odeur de tabac froid parce que ils s'en foutent, ils laissent fumer qui ils veulent à l'intérieur. Ce vieil homme tout ramassé qui grommelle en hébreu à Caleb quand il rentre, il se serre la main, il s'étreigne. T'as Caleb qui vous fait signe de le suivre jusqu'à une alcôve. Et du coup tu te retrouves avec le reste du club. Dans une alcôve un petit peu à l'écart dans le pub, il y a personne à part vous et le barman du coup. T'as Caleb et Tony qui partent. Tony donc c'est un autre membre du club que tu connais pas trop, vous êtes entraînés 2-3 fois ensemble, mais c'est un mec qui doit avoir 40-50 ans. Tu sais qu'il est ouvrier du bâtiment et que le soir quand il a fini de bosser, il vient taper un peu les sacs. Et tu te retrouves seul avec Franck d'un côté et Alex qui lui du coup est plutôt la vingtaine, étudiant, tu crois qu'il est étudiant en STAPS ou quelque chose comme ça, vous êtes à peine parlé. C'est vraiment des gens que tu croises au jugé selon les entraînements et qui t'a jamais trop parlé à part de sport et d'entraînement. Oui, de toute façon, je suis pas spécialement loquace pendant les soirs d'entraînement, surtout de moins en moins dernièrement. Je sais pas quelle est ton attitude exactement, si tu discutes avec les autres ou si t'es un petit peu plus renfermé. En tout cas, t'as Franck et Alex qui sont en train de discuter, ça fait un petit bruit de fond. À quoi tu penses à ce moment-là? Comment tu te sens? De la même manière que quand on était parti du coup du hangar d'entraînement, que le but c'était voilà de passer une petite soirée avec tout le monde, ça permettait un petit peu de tourner la page. Ça va laisser du coup mon idée à des gens que je vais certainement pas revoir pendant quelques bonnes semaines au moins. Je me dis au moins un petit mois avant que je les revoie tous. Je pas spécialement d'affinité avec, mais c'est des gens que j'ai l'habitude de voir. C'est sympa de les avoir, de boire un coup. Ça me fait plaisir de les voir un peu. Je suis pas spécialement loquace, je suis pas spécialement à vouloir raconter des trucs, mais je suis là, silencieux avec eux. Quand on me pose une question, je réponds. Je suis pas spécialement extraverti, je suis pas spécialement dans la démonstration, mais je suis souriant et puis c'est agréable de les avoir. C'est sympa de la part de Caleb d'avoir voulu qu'on boive un verre comme ça tous ensemble. Du coup, j'entretiens la bonne ambiance de la proposition de Caleb, quoi. La discussion bat son train, surtout c'est Alex qui est très volubile et qui parle à Franck et il dit mais de toute façon vous là en ce moment les flics c'est un peu la merde non dans les rues, enfin j'ai entendu dire que il y a quelques jours il y avait eu une émeute sur une place au centre de Paris, il y a des mecs qui se font agresser tout le temps, j'ai une pote qui s'est fait agresser en rentrant de soirée il y a pas longtemps. Comment ça se passe pour vous? Et tu vois que Franck en face essaie d'être un peu discret. Oh, c'est pas. En vrai, c'est pas pire, pas mieux que d'habitude. C'est sûr que ça s'agite un petit peu, mais ça arrive quoi. Non, mais est-ce que tu dis ça pour que j'arrête de te poser des questions ou est-ce que t'es sincère, Franck? Parce que. Franchement, les chiffres et tout, enfin, j'ai une pote en droit qui me dit que ça craint vraiment en ce moment. T'en penses quoi, toi, Hanté? En ce moment, ça craint plus qu'avant ou... Non, en vrai, pas plus qu'avant. Ma stratégie, de toute façon, dans la discussion là, c'était de le laisser galérer un petit peu. J'avais pas envie de rentrer dans la discussion. Je voulais voir comment il allait s'en sortir et s'il allait chercher de l'aide. Mais de toute façon, je dis à peu près la même chose. On a à peu près la même vision sur le truc. Non, du coup, c'est pas pire qu'avant. C'est un peu toujours pareil. On a pris l'habitude que le boulot ce soit la routine, même s'il y a des périodes qui sont un peu plus trash que d'autres, qu'il y a des émeutes et des émeutes qui partent un petit peu partout. Ça veut pas dire que c'est quelque chose qui devient constant forcément. C'est peut-être juste passager. Donc, faut qu'on garde la tête froide dans le boulot et on peut pas se dire qu'on perd le contrôle. C'est plus la population qui stresse un petit peu et qui a peur de perdre le contrôle. Mais nous, c'est pas notre cas. On est toujours en confiance et on arrive toujours à faire notre travail correctement. Ouais, mais d'accord, ok, si tu le dis. J'avais l'impression que c'était pire d'après ce qu'on me disait, mais...
ok. Les gens ont toujours l'impression que c'est pire, mais en vrai, c'est du sensationnalisme. Ça tient quand même. Les choses vont pas si mal finalement. Regarde, tu t'es pas fait agresser, toi. Non, mais moi, c'est... On en parle, mais ça arrive pas à tout le monde non plus. On arrive. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un peu plus de mecs chelous dans les rues et tout, ça, tu peux pas le nier, enfin... Mais il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. De toute façon, moi, si je me fais attaquer, je sais comment me défendre. Toi aussi, d'ailleurs. Mais même toi, sur le terrain, tu dois avoir des trucs de ouf, en vrai. Ah bah ça, ouais, c'est le boulot, c'est normal. Je suis formé pour ça aussi, hein, donc. Ah ouais, mais c'est quoi le truc le plus ouf que t'aies vu sur le terrain? Euh, Ah mais ça me gêne un peu de raconter Allez, comme ça. ça va. Non. Non, mais vraiment, tu sais, j'ai un peu la tête qui est prise en ce moment, mais la prochaine fois qu'on boit un verre, si tu veux, je te raconterai 2, 3 anecdotes. Mais là, ce soir, j'ai pas envie de casser un petit peu l'ambiance. Ça risque de mettre tout le monde un peu mal à l'aise. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Tu vois que Franck t'interrompt et dit non, non, mais là il fait le modeste, mais ce qu'il dit pas, je l'ai accompagné une fois en patrouille, et la seule fois où je l'ai accompagné, il y a une bande de 4 mecs qui nous étaient tombés dessus, et ben mon gars, il en a mis 3 KO, et le dernier s'est barré en courant. Et ça il va pas te le raconter parce que monsieur fait le modeste et que non mais tu comprends, moi je suis une force tranquille, mais en vrai, le fais pas chier, hein, genre franchement le fais pas chier. Attends, quoi, c'est vrai, sérieux, tu fais ça toi? Oui, non, mais c'est arrivé ça, mais c'est normal, c'est le boulot. Et puis bah, j'étais pas tout seul non plus. Tu t'es parti en traçant comme un ouf, tu t'es mis devant, tu m'as dit couvre-moi et j'ai rien fait. Ouais, mais c'est aussi psychologique. Ils ont eu peur de se faire contourner, puis ils ont un petit peu baissé leur attention, et puis bah, j'en ai profité. Mais faut pas non plus partir dans le sensationnalisme. Ça fait partie du boulot. C'est à Franck qui se tourne vers Alex qui fait tu vois, je te l'ai dit, il fait le modeste. Le mec est une machine à tuer, tu vois, il y aurait 1 minute de round en plus, il se serait relevé, il m'aurait défoncé. Je te le dis. Pas de règle, le mec m'explose. Là on était en boxe, c'était tranquille, il touchait, c'était mignon, mais genre en vrai, crois-moi, le fais pas chier. Ah ouais, sérieux, mais genre... Toi, tu fais des trucs comme ça, t'es Jason Bourne en fait, tu défonces tout le monde sans problème quoi. Je souris à Alex, je me retourne vers Franck, je lui souris aussi parce que bah, je n'ai pas envie de répondre là-dessus, je vais rester sur la modestie du début. Bah, tu sais, la prochaine fois que du coup on se voit un soir, etc., on s'entraînera ensemble si tu veux. Tu défonces 3 mecs à toi tout seul, je sais pas si j'ai trop envie. Ah, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et au moment où il dit ça, en fait, il y a Caleb et Tony, du coup, qui débarquent avec un plateau plein de shooters. Traditionnaliste, tu sais très bien que Caleb, c'est le whisky, sa boisson, donc rien de bien surprenant. Genre, bon alors les jeunes, c'est bon, ça y est, on a fini de se raconter des conneries, on peut passer aux choses sérieuses, qu'est-ce qui se passe? Prends un verre. Bon, avant que vous continuiez à parler, moi j'ai un truc à dire. Il y a à peu près 10 ans, ce Yeled là, ce petit merdeux, s'est présenté à ma porte. Et à l'époque, t'avais juste envie d'apprendre. Et putain, t'as appris vite. Et ce petit mec là, c'est devenu un de mes meilleurs élèves. Et je voulais juste te dire que tout le monde ici est fier de toi et de ce que t'es devenu. Alors, bon courage pour ta mission et tu reviens quand tu veux, la porte elle est toujours ouverte. Raheem, et il se boit cul sec son shot. J'attrape un shooter du coup, je regarde Caleb, je lui souris, je lui dis merci, je tape le shooter sur la table et je le descends. Il y a Franck qui se penche vers toi qui te fait genre putain, je crois que je l'ai jamais entendu dire 2 mots gentils d'affilée. C'est bien, la soirée se passe du coup comme je l'attendais, tout le monde est relativement bienveillant, l'ambiance est bonne, tout le monde est souriant, donc c'est très agréable et j'avais dans l'idée de, si jamais c'était un petit peu oppressant, de m'éclipser rapidement. Le but c'était juste d'être là pour faire plaisir à tout le monde, mais au final c'est agréable de faire une petite soirée comme ça et de boire des coups avec Caleb et Franck, plus les 2 autres que je vois moins, mais ça m'arrange que du coup on ne parle plus de moi sur le terrain et que j'arrive à changer de sujet avec l'arrivée de Caleb, parce que bon, la discussion avec Alex, autant passer à autre chose, j'avais pas trop envie de m'étaler dessus et du coup j'essayais un peu de botter en touche même si j'y arrivais pas, mais au moins voilà, le reste de la soirée j'essaye toujours d'esquiver le sujet et puis de parler de choses un peu plus légères quoi.
T'as Caleb qui à un moment s'assied à côté de toi, il profite du fait que les trois autres sont en train de discuter du meilleur combattant de l'UFC à l'heure actuelle. Hein. Non mais les gars, le futur c'est les femmes en MMA, enfin c'est des trucs de fou et tout. T'as Tony qui fait genre non mais frère, les femmes c'est rigolo, mais genre, j'ai envie que ça tape dur quoi. Mais écoute, regarde avec les sections féminines et tu verras que t'as quelqu'un qui en plus c'est à côté de toi qui il te tape sur l'épaule, il se reprend un shooter, qui fait genre alors comment tu te sens? Bah ça va, ça va. Hâte de voir ce qui m'attend demain. En tout cas, merci Caleb pour l'invitation pour ce soir. Ça fait plaisir de boire un coup en agréable compagnie. Ah shit, c'est à moi que ça fait plaisir. T'as bien appris les choses, t'as bonne garde, juste arrête de te jeter sur les gens pour les finir, ça marche pas. Doucement, faut y aller tranquille. J'essaierai d'être plus patient. J'essaierai. Non mais c'est bien, mais faut que tu fasses attention à toi, c'est important. Merci Caleb. Quand t'as fini ta mission, là, tu reviens au club et on repart sur l'entraînement. Bah oui, évidemment. Il est ému, mais il arrivera jamais à te dire qu'il est ému en fait. J'en rajoute pas parce que je veux pas le forcer à l'admettre non plus. J'ai bien compris ce qu'il voulait exprimer et je veux qu'il puisse garder cet air un peu froid et distant qu'il a d'habitude. Donc du coup, je suis très souriant. Je le remercie au moins 5 ou 6 fois dans la soirée pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait ces 10 dernières années. Si j'en suis là de ma formation au combat, c'est certainement en grande partie avec ses conseils à lui, sa supervision. Donc je lui en suis très reconnaissant pour ça. Et puis je suis content que ce soit lui du coup qui ait lancé l'idée de la dernière soirée normale avant le déclenchement qui m'attend demain matin, quoi. Le but, c'était qu'il n'y ait pas d'éclaboussure dans la soirée, que tout le monde garde du coup l'idée que je suis calme, que je suis déterminé dans ce que je fais, que je suis en contrôle, qu'il n'y a pas à s'inquiéter, et qu'ils s'attendent à me revoir bientôt, même si ce sera peut-être pas bientôt, mais en tout cas, je fais en sorte de leur dire comme si je revenais dans 2 semaines, de les laisser qui m'attendent pas spécialement et qui s'inquiètent pas pour moi, quoi. Bah de toute façon ça se fait un peu dans le feutré, mais petit à petit Tony part en premier parce qu'il a un chantier le lendemain, Alex il a cours le lendemain, donc au final il reste que toi, Franck et Caleb, vous discutez un petit peu. Caleb boit un dernier shooter, Raim. Tu tapes sur l'épaule en mode bon, je te veux entier quand tu reviens. Ouais, bien sûr, à bientôt. Ce qui fait qu'il est pas si tard que ça, mais on est aux alentours de minuit, mais bon, la soirée s'est quand même un peu éternisée, la discussion était agréable, vous vous retrouvez un peu tous les deux seuls avec Franck. Bon, bah on devrait pas tarder non plus, j'imagine. Ouais, je pense qu'on devrait rentrer, il faudrait que je sois en forme demain matin aussi, j'aimerais bien ne pas être complètement arraché, donc... Vous sortez tous les deux du Green Lion après avoir fait vos adieux au barman qui va certainement fermer juste derrière vous parce que vous êtes les seuls, presque les seuls clients de cet établissement. Vous ressortez dans le froid glacial qui vous mord la tronche dès que vous passez le seuil du bar. Vous vous retrouvez un peu là tous les deux avec Franck qui trépigne un peu sur place. Bon. Bah écoute, je pense que c'est le moment de se dire au revoir. Et je pense que du coup, histoire qu'il n'y ait pas de malaise et que lui il se monte pas la tête non plus, je pense que je désamorce très vite le truc en lui disant mais de toute façon t'es au boulot demain matin, donc on se croisera certainement dans les couloirs, un peu avant, un peu après, on se croisera demain matin. Ouais, non, c'est sûr. Je voulais encore te dire que j'étais désolé si je t'ai mis mal à l'aise ces derniers temps. Tu vois en fait, tu sens qu'il a un peu bu et qu'il vacille un petit peu en te parlant et un peu. T'es une personne qui quand même est importante pour moi et je voudrais pas que tu perdes ton respect ou ton amitié. Mais non, mais t'inquiète Franck, je t'assure que tout va bien. J'ai envie de désamorcer du coup le truc le plus vite possible, que ce soit clair qu'il n'y ait pas de problème, même si j'ai toujours un brin de seum, mais je veux pas, c'est pas le moment de lui dire.
Le but, c'est de lui faire croire que tout va bien, qu'il rentre chez lui le plus vite possible et qu'on abrège ce moment. J'ai pas envie que le dernier soir, j'en fasse à regretter certaines de mes actions et que je pourrais repenser dans les jours à venir. Il faudrait que je garde la tête claire et donc la seule idée que j'ai là, c'est que ce moment s'arrête, que le malaise s'estompe et que je rentre chez moi pour être vraiment focus demain matin. Il hésite un peu, puis il hoche la tête, puis à un moment, il s'approche de toi. Il te prend dans ses bras et il insiste un petit peu, tu vois. Bah, je trouve ça assez bizarre, de la même manière que j'ai l'impression qu'il y a des sujets qu'il voulait aborder, qu'il a pas forcément osé en parler, mais j'ai pas envie de l'inviter à le faire non plus. J'ai envie que ça s'arrête assez rapidement, ce petit moment de malaise. J'ai pas envie qu'il hésite plus longtemps, donc je le serre dans mes bras et puis dès que je sens que c'est bon, ça fait assez longtemps, je m'écarte un petit peu et je le regarde en mode bon bah c'est bon du coup, on rentre sans parler, mais histoire que j'essaye de rendre ça clair d'un regard. Il te regarde un petit moment, puis tu vois qu'il secoue la tête et j'allais dire un truc, mais oublie, c'est pas grave. On est arrivés de toute façon tous les deux en voiture, on est garés à côté et on peut. J'ai pas envie d'insister, j'ai pas envie du coup de le mettre dans une situation où il va ressasser des trucs, donc j'en profite de son oubli pour lui répéter encore une fois que c'est bon Franck, t'inquiète, tout va bien, on se voit demain en mode tout est léger, tout va bien et puis je lui fais un signe de la main. Et je commence du coup à me tourner vers la voiture et à commencer à partir. Je veux désamorcer cette situation avec lui en me disant que j'ai pas envie de le forcer à me dire des choses qu'il a pas envie de me dire. Vu que ça fait des mois qu'il y a des choses que j'ai envie qu'il me dise et qu'il me les dit pas, j'ai pas envie non plus de le brusquer au dernier moment, quoi. On voit que tu te diriges vers ta voiture et tout. Juste au moment où tu vas rentrer à l'intérieur, il te dit t'es sûr que t'as envie d'être tout seul ce soir? Je regarde un petit peu autour, je réfléchis, mais je pense que oui, du coup. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie d'être avec lui. Donc, je regarde un petit peu autour de moi, je réfléchis, je pense que ça prend bien 10-15 secondes où j'envisage ce que je peux faire dans la soirée et ce que je peux faire avec lui. Ouais, Franck, je pense que tu vas entrer, je vais me coucher de suite. Là, je suis fatigué, j'ai envie d'être frais demain matin, donc t'inquiète, je vais aller me reposer. Tout va bien, toi c'est bon, tu. Ouais. Pardon, je crois que j'ai un peu trop bu et. Non, mais t'inquiète, tout va bien, tout va bien. On en rediscute demain. Ça m'a fait plaisir en tout cas que tu sois là, qu'on puisse boire un coup ensemble. Ça me fait plaisir que tu sois toujours là après tout ce temps et tout. Toujours cool de passer les soirées comme ça avec toi, de boire quelques coups et tout. Bon bah Franck, passe une bonne soirée, bonne nuit, à demain. Bonne nuit, bonne nuit. Il rentre dans sa voiture et en fait, tu penses que t'as jamais vu quelqu'un démarrer aussi vite de sa vie. T'as senti qu'il était considérablement gêné. Tu sais pas d'où c'est sorti, tu sais pas s'il y avait des signaux ou quoi que ce soit, mais clairement, il est pas très bien au moment de partir, le Franck. Ouais, mais j'ai vu un peu aussi et je suis très content finalement que ça se soit pas fait. Et puis j'avais vraiment pas envie de ça vraiment ce soir, donc c'est bien que j'ai réussi à m'en sortir et j'ai l'impression de l'avoir fait sans trop le heurter, donc c'est assez cool de m'être sorti de la situation. Tu le regardes partir en te disant tout ça et en rentrant toi-même dans ta voiture. Et au moment où tu rentres dans ta voiture, en fait, tu remarques quelque chose. Tu viens de t'asseoir au niveau du volant, la voiture de Franck a contourné la rue, vous êtes garé pas loin du club. T'es un peu dans tes pensées, t'es en train de caler la clé dans le contact, tu vérifies que t'as toutes tes affaires, puis tu relèves la tête, et en fait, à un angle un petit peu plus loin au bout de la rue du club, tu vois qu'il y a une forme. Tu saurais pas vraiment discerner de loin, mais tu vois qu'elle est blanche dans le lointain, qui semble regarder dans ta direction. Ok. Ça a l'air d'être un humain avec
Avec un drap sur la tronche ou T'aurais un peu l'impression que oui, c'est une femme humanoïde qui porte peut-être un pull à capuche ou quelque chose, mais très blanc, très, très visible, même dans l'obscurité. C'est pas très bien éclairé dans les environs, donc tu vois pas forcément super bien. Mais tu vois que cette forme, elle te regarde fixement. Vraiment avec insistance, c'est pas qu'elle est un curieux qui s'est arrêté. Ce qui t'a fait relever la tête, c'est presque cette sensation désagréable à l'arrière de la nuque que quelqu'un est en train de t'observer. Et quand t'as relevé la tête, tu vois que cette forme est là, et elle te regarde, puis elle fait 2 pas, et elle disparaît dans l'angle en question. Donc ça m'a figé pendant un petit moment, mais du coup, maintenant qu'elle est partie, je démarre la voiture et quitte à faire un détour de 100 mètres, je vais au coin de la rue où elle était et je passe par là pour regarder ce que c'était, quoi, juste pour étancher un petit peu ma curiosité de bon, mais qu'est-ce que j'ai vu là-bas, quoi. Et te frappe quand tu fais ça, tu fais une petite manœuvre pour te placer à l'angle de cette rue. Tu es face à une impasse qui donne sur un mur. De l'autre côté, il doit y avoir une cour qui appartient à un local commercial ou quelque chose comme ça. T'as du mal à trop voir ce qu'il y a, mais tu vois que tout au bout de cette impasse, contre le mur, il y a de la lumière parce qu'il y a des cierges qui sont allumés. Je me dis que ça pourrait être genre un hôtel si quelqu'un s'est fait fusiller là. Ils sont venus déposer des fleurs en mode voilà, c'est ici que quelqu'un du quartier est mort, même si personne ne vit trop dans le coin, mais bon, ils sont venus déposer quelques trucs. Je m'avance du coup doucement vers ce truc-là. Je m'arrête du coup au croisement à l'impasse. Je descends de la voiture et sans trop m'éloigner déjà de la voiture, j'essaye de mieux regarder avec insistance si j'arrive pas à voir un peu ce que c'est et si je confirme mon hypothèse de bah, c'est un espèce d'hôtel qui a été mis là par des gens qui vivent ici parce que quelqu'un vient de mourir. Quand tu descends, tes yeux s'habituent un petit peu à l'obscurité alentour. Tu remarques, le premier truc qui te frappe, c'est que il n'y a pas de porte ou de chemin dérobé qui pourrait mener ailleurs, ce qui fait que tu sais pas où est passée la forme que tu as vue précédemment. Tu fais face à un mur qui est parfaitement lisse, qui doit bien faire 5-6 mètres de haut. Et tu remarques que au haut de ce mur, tu as des morceaux de verre dans du ciment en fait, qui sont là pour dissuader les petits malins d'essayer de passer de l'autre côté. Et tu t'approches un petit peu et tu fais face à quelque chose que tu n'arrives pas vraiment à expliquer, c'est-à-dire que les cierges sont disposés sur une espèce d'amoncellement de pneus de voitures éclatés, d'ordures en tout genre. Les cierges sont vraiment posés dessus et ils ont fondu, on dirait qu'ils ont été allumés depuis un moment et du coup ils sont parfaitement fixés dessus. T'as presque la sensation d'entendre des rumeurs de la ville un petit peu plus loin, comme des murmures qui te parviennent aux oreilles. Ces cierges, ils éclairent un tag. Du coup, je récupère mon sac à dos avec mon arme de service qui est dans ma voiture. Là, j'éteins tout, je récupère mon sac à dos et je m'approche doucement en regardant tout autour. Déjà, il me semble avoir vu quelqu'un dans la ruelle et je vois pas par où la personne a pu partir, donc peut-être qu'il y a une petite porte ou un passage caché par une palette ou une connerie comme ça. Donc, je reste vraiment à l'affût, j'avance doucement sans faire de bruit et vraiment en étant attentif de ce qui se passe autour. Juste histoire de, voilà, de contrôler qu'il n'y a rien de trop dangereux, histoire de me rassurer que, voilà, je vais faire un petit tour rapidement et puis une fois que je serai rassuré, dans ma tête, j'y vais 20 secondes et puis 20 secondes après, je retournerai à ma voiture, et je repartirai. C'est l'idée que je m'en fais en tout cas quand je m'avance. Du coup, tu t'es approché un peu de la ruelle avec ton sac. Et en te rapprochant, du coup, tu vois cette espèce de symbole que tu voyais pas très bien parce que les cierges n'éclairent vraiment que le bas. C'est un symbole qui ressemble à une sorte de crochet, dont la base se ressemble à un œil. Et quand tu t'en approches, en fait, tu vois que cette espèce d'amoncellement de pneus, de papiers journaux, d'un tas de choses, en fait, t'as quelque chose qui est posé dessus, juste au-dessous de ce symbole. T'es assez, je pense, horrifié de voir que sur un tas de papiers journaux, de plumes de pigeons, de fils barbelés, est posée une langue humaine. Ah. Je réfléchis avec quoi du coup je pourrais l'embarquer parce que j'ai pas envie de la laisser là et j'ai pas envie de la toucher directement. Je réfléchis si j'ai pas des... Je réfléchis assis dans la voiture, j'ai pas des sacs avec des zips du taf dans lesquels on prend les échantillons si jamais il y a besoin.
Euh, le cas échéant, je fais un aller-retour à la voiture, toujours en regardant s'il y a rien autour, si je vois personne. Et je récupère la langue dans un sac que je zippe et que je mets pour l'instant dans mon sac à bandoulière et que je pense ramener du coup au poste dès que possible, en faisant un détour avant d'entrer chez moi. Tant que j'y suis aussi, je finis parce que je me dis que je sais pas comment ce truc-là est arrivé là et je sais pas comment ça va être géré après que je sois parti. Je prends le symbole en photo avec mon téléphone portable, histoire de garder le symbole et de pouvoir le montrer, de le mettre dans le dossier. En repartant vers la voiture, je prends une photo aussi de la ruelle avec les cierges, tout ça, la mise en scène un petit peu bizarre. Et je regarde si je vois rien d'autre. Si je vois rien d'autre de suspect, du coup, je remonte dans la voiture et je démarre la voiture et je trace au poste. Tu prends rapidement des photos, t'as toujours cette sensation super désagréable d'être observé, mais t'arrives pas à trouver. Enfin, il y a vraiment plus de traces de cette forme que tu as vue. T'as complètement. Si cette personne était vraiment là, s'il y avait vraiment quelqu'un, il s'est complètement volatilisé ou elle. Tu pars de là, j'imagine, un peu avec une sensation étrange au bide. Ouais, c'est bizarre. Et puis de toute façon, la soirée était un peu malaisante avec ce qui s'est passé avec Franck. On a un petit peu picolé. L'alcool, ça m'a jamais trop fait des hallucinations, mais je me dis que peut-être que je stresse un peu pour demain matin et que bon, c'est peut-être mon corps qui réagit de cette manière-là et que bon, effectivement, il y a un bout de viande qui traîne sur la route, donc bon, on va faire un détour, on va être professionnel, mais que autant que ça se passe le plus vite possible et que je rentre dormir parce que les choses ont pas l'air de se passer trop correctement dans ma tête, quoi. Ça se passe assez rapidement, un peu comme dans une espèce de rêve éveillé que tu aurais du mal à décrire parce que c'est quand même assez déstabilisant ce qui vient de se passer. Tu t'arrêtes au poste, la personne à qui tu déposes la chose n'a pas, même pas l'air surprise en fait de ce que tu dis, genre tout part en couille en ce moment, prends ta déposition. Moi non plus, j'en fais pas une montagne, bon, il a dû se passer une saloperie ici, je ramène de quoi monter un dossier et puis, bah, quelqu'un s'en occupera et ce sera plus mon problème, quoi. Tout ça se fait très rapidement. Je pense que de ce que tu me dis, t'es vraiment impatient de rentrer chez toi et d'enfin te poser tranquillement. Et du coup, dans la petite demi-heure qui suit le temps que tu rentres chez toi, tu arrives à ton appartement. À quoi ressemble cet appartement? C'est un truc, plutôt neuf, plutôt industriel, tout est un petit peu carré, j'ai déménagé là-dedans il y a pas si longtemps, enfin maintenant ça fait une petite, poignée d'années, mais j'ai l'impression que ça aurait pu faire 2 mois, que j'ai déménagé là, c'était pareil. Je me sens pas forcément, chez moi, vraiment absolument, mais disons que voilà, c'est là que je dors et c'est assez voilà, c'est assez triste, c'est assez industriel, mais au moins, voilà, au moins ça fait le taf, c'est pas trop grand, mais c'est plutôt calme. Enfin, de toute façon, vraiment, je passe pas un temps incroyable, chez moi, si ce n'est pour dormir et donc ça remplit tout à fait sa Donc fonction. vraiment, on imagine presque un studio assez dépouillé, avec de quoi dormir, de quoi se faire à manger et basta quoi. Ouais, voilà, une chambre, une salle de bain, un salon avec un coin cuisine et puis, pas plus, quoi. Quelle est ta routine à ce moment-là avant d'aller dormir? Parce que j'imagine que c'est ce que tu vas faire du coup. Je m'étais juste, rincé donc je prends une douche, bien chaude, quoique rapide, histoire de décompresser un coup. En général, quand, je rentre, du sport, avant, je suis pas allé, au bar. C'est assez rare qu'on fasse, la soirée au bar à boire des coups, tout ça. En général, quand je rentre, je mange un bout, tout ça dans la soirée. Là, il est trop tard, il est 00:30, je me dis que si je mange un bout maintenant, je vais avoir, le bide à l'envers pour me coucher donc je me remets un petit peu en tête, ce qui s'est passé. Je repense un petit peu à cette silhouette bizarre, enfin, à la discussion malaisante avec Franck, puis aussi au moment finalement qui était agréable le soir à boire des coups. Je vois que je suis un peu alcoolisé et un petit peu, flottant et donc finalement je me dirige assez rapidement vers le lit en me disant que ce serait bien que j'arrive à m'endormir rapidement, même si en général,
C'est compliqué de m'endormir rapidement. Et justement, ton sommeil il est généralement assez troublé, et particulièrement depuis que tu as appris que Yelena était portée disparue. Et du coup, j'aimerais profiter de ce moment où tu t'allonges, tes muscles sont bien délassés après ta douche chaude, ça tourne un peu autour de toi parce que t'as bu plus que ce que tu avais l'habitude. Et j'aimerais que tu me tires ton jet de désavantage cauchemar, s'il te plaît. Tac, 2d10. Alors c'est un double 1. Voilà qui est fâcheux. Tu t'allonges, tu as tous ces pensées qui se bousculent, la pièce elle tourne autour de toi, t'as les rumeurs de la ville un petit peu plus loin, ton appartement est pas très bien isolé, donc t'as du mal à t'endormir, tu repenses à plein de choses, et tu repenses particulièrement à Yelena, tu repenses à cette forme qui te revient en tête, à cette langue qui est posée là, et puis tes pensées elles s'éloignent de toi, puis c'est comme s'il y avait plus aucun son qui te parvenait. T'es plongé dans le noir et même d'habitude t'as quand même la lueur des réverbères dehors qui parvient jusqu'à ta chambre. Et là t'es vraiment plongé dans le noir, c'est comme si ta chambre elle flottait au milieu de nulle part. Tu sens que ton corps est complètement tendu, tu serais incapable de bouger si tu le voulais. Et du coup ta respiration elle commence à se faire plus hachée parce que t'as l'impression que tu vas pas arriver à respirer, tu comprends pas ce qui t'arrive, t'entends vraiment comme s'il y avait que le son de ta respiration en écho sous ton crâne. Et au bout d'un moment, où tu es dans cet état d'espèce de panique où tu ne peux rien faire du tout, où tu es vraiment seul avec toi-même au milieu de rien. Tu vois qu'au bout de ton lit, il y a une main qui se pose, comme si elle venait du pied de ton lit, puis une deuxième. Et il y a une forme qui se lève doucement au bout de ton lit. Elle bouge pas. Tu ne devines pas trop son visage parce que t'es vraiment dans la pénombre et tu vois juste une forme dont t'arrives pas très bien à discerner les traits ou même les vêtements. Tu devines qu'elle est habillée d'une longue robe blanche. Tu vois des cheveux bruns assez clairs qui tombent à peu près jusqu'au niveau des épaules. Et il te faut quelques secondes pour reconnaître Yelena, qui est au pied de ton lit. Et alors que tes yeux s'habituent à l'obscurité petit à petit, tu vois que son visage est sans aucune expression et qu'elle te regarde fixement, elle ne scie pas. T'es toujours coincé dans cet état où t'arrives vraiment pas à bouger, et tu vois que ses lèvres bougent. Et au moment où elle bouge, t'entends un chuchotement, mais tu l'entends pas sortir de sa bouche, tu l'entends dans ton crâne. Hanté, réveille-toi. J'essaye de détourner le regard du coup, de regarder autour si je vois quelque chose qui me fait tiquer sur le fait que il n'y a pas ce qu'il y a d'habitude dans ma chambre, d'essayer de me faire un petit peu un choc mental pour me sortir de là. En fait, t'as l'impression que ton cou est tendu au maximum. Tu peux bouger les yeux, bouger ton visage, mais c'est tout ce que tu peux faire. Même quand tu essaies de bouger tes mains, tes doigts, t'arrives pas quoi. C'est vraiment comme si quelque chose te tenait de toutes ses forces et que tu pouvais pas bouger. Donc du coup, tu essaies de regarder autour de toi. C'est ta chambre. Tu vois tu reconnais ta table de nuit avec la lampe de chevet, tu vois les piles de bouquins un petit peu partout. Au fur et à mesure que tu t'habitues, tu vois la porte du fond de la chambre qui mène au salon qui est entrouverte, et Yelena qui te fait face. Tu vois qu'il y a une larme qui coule du coin de son œil sur sa joue. Hanté, ils m'ont fait du mal. Hanté. Ouais. Je me dis que de toute façon, c'est ce qui me stresse depuis un moment. La posture de tout va bien, je reste froid, etc. C'était bien qu'une façade pour faire croire à tout le monde que j'étais prêt et que j'avais pas peur. Mais en fait, je suis giga stressé et de toute façon, je suis terrorisé depuis maintenant quelques mois de pas savoir ce qui lui arrive. Le fait d'en avoir entendu parler, de savoir qu'il y avait un problème avec Yelena, du coup, ma sœur, je me doute qu'il s'est passé une saloperie et j'aimerais bien savoir quoi et trouver le fils de pute qui lui a mis la main dessus. Pour l'instant, je me dis que oui, c'est cohérent, je sais que quelqu'un a dû lui faire du mal. J'essaye toujours de regarder autour, ça me fait un petit peu peur que du coup je reconnaisse le mobilier. Je commence à me dire que la scène est réelle alors que il faudrait que je trouve un moyen de me sortir de ce qui est un cauchemar. J'espère que du coup c'est un cauchemar. Si j'arrive à rien trouver autour, j'essaye de regarder s'il n'y a pas des détails pareils, si j'ai l'impression que physiquement elle est là ou si juste je fais une alu parce que
Le whisky du Green Lion était frelaté, quoi. J'essaye de rationaliser le truc et de me dire que, allez, faut respirer. Je sais que de toute façon, je suis plein de stress en ce moment. Je sais que la période est compliquée. Demain, il y a un nouveau départ et que il faut que j'arrive à être en forme demain. Il faut que j'arrive à me sortir de cette espèce de cauchemar. Je vais te demander de me faire un jeu de garder le contrôle, s'il te plaît. Alors, volonté, j'ai 0. Donc, 2d10. Alors, garder le contrôle, je fais 5. T'essaies de te sortir de cette espèce de torpeur dans laquelle t'es plongé, d'essayer de te réveiller, d'essayer de te dire c'est un cauchemar, c'est pas réel, elle est pas vraiment là. T'essaies de relativiser et en fait, ça n'a pas du tout l'effet escompté. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu sens que ton corps se rétracte de plus en plus sur lui-même et t'arrives vraiment de moins en moins à bouger. C'est-à-dire que t'arrivais encore à peu près à ouvrir les yeux et à regarder autour de toi, à respirer normalement. Là, ta respiration est en train de s'accélérer parce que tu comprends que t'arrives plus à maîtriser quoi que ce soit. Ton cœur bat la chamade. Et ça commence à me faire mal musculairement. C'est une terreur nocturne comme t'as pu déjà en vivre, mais rarement à ce point-là. Elena est toujours en train de te regarder. Et elle fait un pas dans ta direction. Elle est vraiment contre le lit. Et elle parle d'une voix qui est beaucoup plus claire maintenant et je ne peux pas rester. Il va me trouver et il va continuer à me faire du mal. Et il va faire du mal à tout le monde. Et pendant qu'elle est en train de te dire ça, tu vois la porte au fond de la chambre qui s'ouvre doucement. Et dans l'entrebâillement de cette porte, toujours plongée dans la pénombre, tu vois une grande forme humanoïde qui passe le pas de la porte, tellement grande qu'elle est obligée de se pencher pour passer le pas de la porte. Et tu vois vraiment aucun détail de cette forme, tu vois juste qu'elle contourne Yelena et t'entends ses pas, tac, 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 sur le plancher, des pas lourds qui résonnent sous ton crâne et qui sont de plus en plus proches jusqu'à ce que ça s'arrête à ta gauche et tu peux pas regarder. Tu n'y arrives pas. Tu peux même pas bouger les yeux à ce stade. T'as les yeux qui sont fixés devant. Tu sens que t'as des larmes qui sont en train de couler le long de tes joues. Et tu sens que cette présence, elle est là. Elle ne fait rien, elle ne dit rien. Et t'entends juste la voix d'Yelena qui te dit « Il est là ». Et au moment où elle te dit ça, tu sens un tremblement agiter ton corps et tu ouvres les yeux. Et t'es dans ta chambre. Tu peux à nouveau bouger, tu reprends ta respiration, je sais pas comment tu réagis à ce qui vient de se passer à ce moment-là. Ouais, j'essaye de voir un petit peu si mon corps bouge, si je me décontracte un peu. Je sens que de toute façon j'ai mal de partout, que je viens de me crisper complètement. Je reprends mon souffle, je me lève un petit peu, je vérifie machinalement qu'il n'y a personne dans l'appartement, même si je sais bien qu'il n'y a personne dans l'appartement, mais j'étais tétanisé, je pouvais pas parler dans ce qui m'a paru durer une petite heure. Et du coup, j'essaye de marcher un petit peu en rond dans mon salon, reprendre mon souffle, boire un verre d'eau, essayer de redescendre, de me dire que bon, je suis en train de flipper complètement pour mon changement de vie qui devrait arriver demain et que bon, il faudrait que je dorme, quoi. Il faut que j'arrive à reprendre mes esprits, à me calmer, à me réhydrater et que je trouve un moyen avant d'aller me recoucher de faire en sorte que je me recouche plus fatigué et que j'arrive à dormir, quoi. T'as envie de reprendre le contrôle sur tes pensées, sur ce qui vient de se passer, t'es couvert de sueur froide. Tu marches dans l'appartement en essayant de voir s'il y a quelqu'un, tu te dis mais c'est juste le stress, c'est juste le stress, c'est juste le stress. Mais en fait, ce que t'as vécu à ce moment-là, ces deux présences qui étaient là dans ta chambre, elles étaient là, t'es sûr qu'elles étaient là. Tu les as pas inventées, t'es certain à ce moment-là, t'es certain qu'elles étaient là. Ce genre de terreur-là, c'est pas quelque chose qui m'arrive alors que vraiment j'ai une obsession depuis quelques mois sur ce qui s'est passé pour Yelena, que je fais des cauchemars régulièrement, mais c'est vraiment des cauchemars dans lesquels j'ai pas l'impression d'avoir de contrôle, juste je vois des trucs horribles arriver, mais bon, je me réveille en sueur et il y a rien d'autre. Là, c'est la première fois que j'ai l'impression de le vivre et d'être en chair dedans, quoi. T'as tellement du mal à redescendre que tu passes une très 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 mauvaise nuit suite à ça. La manière dont on va illustrer ça sans entrer à ce jet de garder le contrôle que tu as échoué, c'est que t'es complètement bouleversé par le mélange de la soirée, de l'alcool et de ce cauchemar, ce qui fait que tu vas m'ôter 2 points de stabilité.
Vous venez d'écouter le 7ème épisode de Néon et Opale, une campagne pour Cult Divinité Perdue, écrite par Jericho. Cult est un jeu de rôle édité en France par Arcane Asylum et écrit par Robin Lienberg et Peter Nallo. La musique entendue tout au long de ce récit a été composée pour le podcast par Ciaris. Ciaris joue aussi le rôle de Ante Posavets, avec Jericho en maître de jeu. N'hésitez pas à commenter et suivre notre avancée en suivant les liens liés à cet épisode, et à très vite pour la suite de Néon et Opale.